bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, un nouveau live podcast de l'Académie de l'Abondance dans lequel, eh bien, comme vous le savez, je reçois des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours de personnes, mais également leur parcours d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Blandine Bucaille, qui est coach mindset et mentor business. Blandine, en fait, aide ses clientes à dépasser les 100K euros de chiffre d'affaires. Vous allez voir que son parcours est exceptionnel. C'est un parcours très très inspirant que Blandine viendra nous raconter. Elle est en train de se connecter. Donc, comme je disais, Blandine, en fait, aide ses clientes à vendre leurs offres à profusion et à le faire vraiment à l'infini. Alors, on va attendre que Blandine puisse se connecter. Dis-moi si c'est OK pour toi, Blandine, parce que j'ai accepté ta demande. Blandine, est-ce que tu peux me dire dans le chat si c'est OK pour toi? OK. Donc, on me dit Blandine ne peut pas rejoindre le live. Alors, parfois, Instagram fait des bugs. Alors, Blandine, je vais t'envoyer une invitation. OK. Donc, Blandine, je t'ai envoyé une invitation. OK? Je viens de te l'envoyer à l'instant. Voilà, c'est des petits bugs qu'on a eu cette semaine. Voilà, super. Super, Blandine, merci. Ouf. C'est des petits bugs qu'on a eu cette semaine sur Instagram, sur les différents lives de ce podcast. Bon, moi, je me suis dit peut-être que Instagram est parti en vacances, mais bon, là, ça semble fonctionner. Comment ça va, Blandine? Je vais bien. Attends, j'essaye de me mettre à un endroit où t'as pas la lumière en pleine figure. J'ai une fenêtre ou une fenêtre, t'as le choix. Tu veux la fenêtre ou la fenêtre? Ok, Voilà, très go. bien, super. Ok, bah écoute, merci beaucoup Blandine d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie. Ce live s'annonce très très passionnant, très très inspirant. Tu as un parcours formidable que l'on va découvrir ensemble avec toi. Tu as tellement de choses aussi à partager par rapport au challenge que tu as vécu, par rapport à comment comment tu t'en es sorti. Donc niveau mindset, niveau business également. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, eh bien, tu es coach mindset et mentor business, parce que ça renvoie un petit peu aussi à ton expérience, à tes apprentissages. Et aujourd'hui, tu mets tout cela, eh bien, au service de tes clients en leur permettant de faire exploser la baraque, j'ai envie de dire, et d'atteindre, voire de dépasser les 100K euros en vendant leurs offres eh bien, à profusion et en le faisant vraiment à l'infini comme le mentionne ta promesse. Mais en tout cas, avant de parler de tout ça, on va d'abord parler de toi, Blandine. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, nous parler un petit peu de ton parcours, des choses qui se sont passées dans ta vie et qui ont fait que tu as cheminé comme tu l'as fait. Euh, Alors, d'un point de vue pro, tu as dit ce que je faisais. Je suis désolée, hein, je vais passer mon temps à tousser, mais j'ai vraiment pris froid avec la clim, il fait très chaud. Je comprends, Euh, donc, on fait que ça. Donc ouais, d'un point de vue pro, t'en as parlé. J'accompagne mes clientes à vendre à profusion. J'ai pas commencé ce business comme ça. Au début, j'étais coach de vie, coach mindset au fond. J'accompagnais les femmes à choisir leur vie, à construire une vie alignée pour avoir tout ce qu'elles désiraient. Et puis il y a eu un jour où j'avais plus que des clientes en mode pro. J'avais que des entrepreneurs, des coachs. Je me suis dit bon, il y a quelque chose à creuser aujourd'hui. Il va falloir réajuster. Ça m'a pris du temps, en fait, en réalité, parce que j'ai compris qu'il y avait un autre enjeu pour ces femmes-là qui venaient me chercher. Et, euh, et puis, j'ai eu du mal à aller assumer de parler de vente. C'était quelque chose qu'au début, je m'étais dit, je veux pas faire, mais que finalement, je savais faire. Enfin, bref, ça m'a pris du temps. Et donc, j'ai pris une partie de mon année dernière pour repenser mon business, pour tout effondrer. J'ai pas vendu, j'ai dit stop, on arrête ça.
je me concentre sur la suite. Et puis, je me suis relancée il y a 1 an sur vraiment le coaching business et le mentorat mindset, parce que pour moi, les deux sont liés. Et pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, dans ma vie, à moi, j'ai été passionnée de développement personnel. Je racontais ça à mes clientes, donc je suis repassée un peu dans ma vie avant. J'ai commencé à voir des psys pour le plaisir, j'avais 12 ans. Parce que je trouvais ça hyper cool d'aller gratter ce qu'il y avait dans ma tête et de comprendre comment je fonctionnais. Je trouvais ça génial. Donc, quand le psy m'apportait plus rien, pouf, je changeais. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Puis après, j'ai découvert que je pouvais lire les cours de psycho d'une de mes cousines. J'ai une cousine qui a fait Psychoprate, une école à Paris et à Lyon. Et je lisais ses cours quand elle avait fini ses semestres. Elle m'envoyait ses classeurs et moi, je lisais ses classeurs. Et puis j'ai lu, voilà, j'ai lu le développement personnel, j'ai travaillé sur moi, j'ai eu des défis de vie à traverser. Et puis voilà, je suis devenue quelqu'un, je pense qu'il y a une part de moi qui est déterminée, puis il y a l'autre qui est inarrêtable, tu vois. Quand j'ai décidé un truc, ça va se passer comme ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y vais. Ok. Alors, donc là, on voit bien qu'effectivement, le développement personnel, tu as mis un pied dedans. T'es tombé dans la soupe, comme disait, comment il s'appelle, la fameuse bande dessinée, comment il s'appelle. Bon, ça me viendra. Tu as commencé le développement personnel très tôt, ça a été de la curiosité, et ensuite tu as vu que c'était intéressant, que ça t'a permis de mieux te connaître, mieux te comprendre. Euh, En grandissant, et puis même à l'âge adulte, hein, pour rester un peu dans ce qui s'est passé de plus récent, est-ce qu'il y a eu des faits marquants qui ont fait qu'aujourd'hui tu es devenu justement la personne que tu es, que ce soit en termes de mindset, que ce soit en termes de prise de décision, que ce soit en termes de d'orientation que tu as donné même à ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y a eu un ou deux faits marquants qui t'ont fait sortir de ta zone de confort pour te dire, OK, ce que je fais, c'est pas ce qui est fait pour moi. Voilà ce que j'ai envie de faire et j'y vais. Ouais, il y a eu la naissance de mes enfants. Chaque naissance m'a amené quelque chose. Je dis toujours, je suis née en même temps que mon fils est né, pour de vrai. Parce que malgré le développement personnel, j'étais toujours un peu une extraterrestre pour les autres. Et les autres m'ont toujours semblé un peu étranges dans leur façon de réfléchir. Je me dis, depuis aussi petite que je suis, à la fois, je me trouve toujours moins bien que les autres dans le sens où pour moi, les choses, elles sont pas forcément légères. Ça pense beaucoup. Et puis, je suis soit trop, soit pas assez. Enfin, j'ai toujours des défis comme ça. Donc, avec mon fils aîné, je suis née et j'ai accepté qui j'étais. Mon deuxième, il m'a permis de faire tomber toutes les barrières parce qu'aucune barrière que les autres pouvaient avoir ne me correspondait à moi et surtout ne lui correspondait à lui. C'était un petit garçon qui dormait pas la nuit, puis ça jusqu'à près de 2 ans. Tout le monde me disait, mais laisse-le dans sa chambre, laisse-le pleurer. Mais en fait, non, ça ne lui va pas. Tu veux que je te dise quoi? Je vais pas te dire oui alors que je vais juste abîmer mon enfant. C'est non. Aucun code n'allait avec lui. Je l'ai allaité très longtemps. Je l'ai allaité jusqu'à 5 ans. Parce qu'il était comme ça. Et même encore maintenant, là, hier soir, il s'est blotti contre moi, il a 8 ans. Et puis il me dit, oh, des fois, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir revenir dans ton ventre. J'étais au chaud, j'étais bien. C'est un petit garçon qui répond pas aux attentes du monde dans lequel on évolue. Mais il m'a vraiment appris à n'avoir rien à faire des autres. Là où j'étais très dépendante de la vie des autres et du regard extérieur. Et puis ma dernière, ça a été la cerise sur le gâteau. Ça a été fais ce que tu as envie. Et au niveau professionnel, mon pourquoi, il est très, très lié à ma dernière, qui est une fille. Et c'est pour ça que je ne coach que des femmes, parce que je me suis rendu compte que le monde dans lequel on vit est très ouvert pour qu'un garçon réussisse, pour qu'un garçon prenne sa place et qu'un homme après prenne sa place, puisse avoir voilà, des grands chiffres d'affaires, des boulots avec des responsabilités. Et on en parlait tout à l'heure, mais en tant que femme, j'ai toujours, moi, eu cette pensée que je ne pouvais pas bosser en entreprise et avoir une belle carrière et gagner de l'argent et être une mère. Et j'avais très envie d'être une mère. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, il va falloir choisir. Oui. Tu veux quoi? Et c'était plus important pour moi d'être une maman. Donc, ça correspond à la période où défi qui est venu avant, mais finalement, c'est l'autre pan qui fait celle que je suis, c'est la fermeture de ma première boîte. J'ai fermé ma première entreprise, j'ai ouvert, j'avais 23 ans, j'ai fermé, j'en avais quasiment 25. Et je pense que ça participe grandement à qui je suis aujourd'hui. Ok,
C'est le... Alors, on va revenir justement sur tes débuts dans l'entrepreneuriat. Comment tu t'es lancé? Tu as été salarié pendant un moment. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, le salariat, c'est pas pour moi, je me lance? OK? Donc, tu as fait une première expérience dans l'entrepreneuriat. Sur quelle base tu t'es lancé? Dans quel créneau tu t'es lancé? Pourquoi tu l'as fait? Comment ça s'est passé? Et comment justement tu as cheminé dans l'entrepreneuriat par rapport à ça, puisque tu en es à ton deuxième business aujourd'hui? C'était... j'avais envie, comme travail, d'avoir la bonne idée et de me lancer à mon compte. Je voyais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais au lycée, mais je voulais faire ça. Mais ça n'existe pas, ça, comme métier. On t'apprend pas à être entrepreneur. Et on t'apprend surtout pas tous les défis qui vont avec. L'école, tu dois faire ce qu'on te dit et appliquer les trucs qu'on te dit de faire, alors que dans l'entreprise, enfin dans ton entreprise, tu dois créer, imaginer et avoir confiance en toi. En gros, tout l'opposé. C'est ça. Mais j'avais super envie de faire ça. Et puis finalement, bon bah voilà, j'ai eu un parcours scolaire, j'ai fait ce que j'ai pu. J'allais là où au moins ça m'intéressait, parce que j'avais cette pensée qui était, bah en fait, on se lance à son compte quand on a de l'expérience et qu'on a finalement assez cheminé pour être capable de. Et puis j'ai fait une école de commerce en alternance et j'ai travaillé là en entreprise et je me suis dit non, mais ça va pas le faire, mais pas du tout. Euh, Moi, d'avoir des collègues, ça va, mais d'avoir des gens que tu trouves cons, qui te donnent des ordres, j'ai beaucoup de mal. C'est vraiment un truc, ça me dépasse. Et puis, en tant que femme, t'es dénigrée. Enfin, je me suis sentie la plus jeune. J'étais une femme et j'avais une directrice d'agence qui était harceleuse et j'ai été harcelée. C'était ma première expérience pro, j'ai été harcelée. Mais sur le moment, je mettais pas de mots dessus. Je me disais juste, bah finalement, t'es pas faite pour ça, quoi. Finalement, t'es pas à ta place. Puis je voyais bien toutes les restrictions. Il y a des process qu'il faut respecter, qui sont inventés par d'autres, qui n'ont pas de sens, qui te prennent 1000 ans pour rien. Des réunions, ça sert à rien. Au bout de 10 minutes, on avait tous compris. Mais non, il fallait passer 2 heures parce que c'était 2 heures sur le planning. Enfin, ça avait tendance à me crisper. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'arrêtes et tu montes ta boîte. Et j'ai monté ma boîte dans le service à la personne. Donc, c'est toutes ces entreprises qui envoient chez les particuliers des employés de ménage, des employés pour le jardin, des babysitters, enfin voilà, tous ces jobs-là. J'ai fait ça en franchise parce que j'étais seule et j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans, c'était vraiment jeune pour se lancer. J'avais pas beaucoup confiance en moi et je me sentais quand même le besoin d'être un peu haut. Pas qu'on me commande, mais qu'on me trace un peu la route devant moi, quoi. Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai eu des salariés et ça a été challengeant parce que quand tu as 23 ans et que tu n'es pas très grande et que tu as en face de toi un jardinier qui te dit d'aller te faire cuire un œuf, il faut que tu prennes sur toi pour dire en fait c'est moi qui commande ici. Et ça c'est challengeant parce que j'avais jamais eu à m'imposer et puis tu sais, je te disais j'ai réfléchi beaucoup et j'avais assez peu confiance en moi quand j'étais jeune donc de m'imposer face à quelqu'un comme ça c'était difficile. D'envoyer bosser des nanas qui te disaient oui mais non mais en fait j'ai pas envie de faire comme ci, j'ai pas envie de faire comme ça et de leur dire mais si en fait tu vas devoir faire comme je te dis puis si t'es pas contente bah la porte elle est ouverte, tu t'en vas. Voilà ça m'a vraiment challengée en termes Leadership. de leadership. Ouais, moi qui étais quelqu'un qui se laissait beaucoup guider par les autres, voilà là j'avais plus le choix. Et puis de m'imposer face à des clients aussi, des gens qui ont une maison, qui ont une voiture, qui ont des enfants et qui voudraient t'apprendre ton job, à qui tu dis non, non, mais en fait, dans mon entreprise, on fait comme ça. Encore une fois, vous êtes content, c'est bien, vous n'êtes pas content, il va falloir faire autrement. Ouais, ça challenge beaucoup. Et puis quand j'ai fermé, je suis allée enseigner et je me suis toujours dit, après ce que j'ai vécu là, c'est pas 30 gamins qui vont me faire peur. Ok. C'est vrai que l'enseignement, ou en tout cas toute chose qu'on fait publiquement, renforce la confiance en soi. Alors au début, c'est pas forcément facile, hein, parce qu'on peut avoir le trac, etc. Mais ça se travaille. Et donc cet exercice-là, effectivement, peut renforcer la confiance. Mhm. C'était ça, mon jeu, entre guillemets, avant d'aller chez les clients. Parce que forcément, ils me voyaient arriver, ils me prenaient pour la commerciale. Oui. Et donc, ils me prenaient un peu de haut jusqu'à ce que je leur explique que, ben non, en fait, la chef de l'entreprise, c'était moi. Et donc, je jouais, parce qu'au début, ça se voyait, et à la fin, j'avais plus du tout ce genre de réaction, mais je jouais à être la fille qui avait confiance en elle. Et donc, je m'étais mis en référence une de mes amies, qui est quelqu'un que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Elle déplacerait des montagnes
rien que par la pensée, cette fille-là. Et depuis qu'on se connaît, on se connaît depuis le lycée, et je la trouve époustouflante pour ça, c'est qu'elle est tellement… c'est pas qu'elle a confiance en elle, en fait. C'est qu'elle est capable de dire « je veux ça, je l'aurai ». Peu importe le moyen. Elle m'inspirait beaucoup, elle m'inspire toujours beaucoup aujourd'hui. Et je me disais, bah, et si t'étais elle, tu ferais comment? Et donc, je me mettais, entre guillemets, dans sa peau, et ça m'aidait à me dire, bah, en fait, tu vois, si tu as su le faire en faisant semblant, tu sais le faire en faisant pas semblant, allez, ça va aller tout seul. Ouais. Mais en fait, c'est un exercice. J'imagine que par la suite, tu as compris que c'était une forme d'ancrage aussi, parce que même si tu sais pas comment faire, mais tu te mets, que tu l'as dit toi-même, dans la peau de la personne qui le fait. On dit souvent dans la pratique de la loi d'attraction, fais comme si. Le faire comme si aussi te met en situation, en tout cas même en termes de projection, et il y a ce volet-là, et le volet aussi, ok, qu'est-ce que je ferais si je voulais avoir telle ou telle chose, et du coup tu donnes, c'est là le pouvoir de la pensée justement qui entre en action, c'est que tu donnes une forme de commande à ton esprit pour dire voilà ce que je veux, donc fais-moi faire, ou fais-moi attirer, ou fais-moi manifester ce qui va me permettre d'avoir telle attitude, telle assurance, telle confiance, tel business, le pouvoir de la pensée est très très important dans la vie de manière générale évidemment, et dans le business en particulier, parce qu'en finalement tout est basé sur des croyances. Qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, c'est une question de croyance. Quelle était la croyance sous-jacente? Je suis capable de réussir, ou je suis nulle, je ne vais pas m'en sortir. D'accord? Il y en a qui tentent de réussir en modélisant. Ok, mais il y a des limites à ça. Il y a des limites parce que à force de modéliser, on s'éloigne de qui on est. On s'éloigne de son essence. Et c'est là où on rentre dans un conflit interne parce qu'on n'est pas nous. Donc, si, même pour les personnes qui souhaitent modéliser, prenez ce qui vous intéresse ou ce qui vous inspire chez la personne, allez vous former, faites en sorte d'avoir cette compétence qu'elle a que vous n'avez pas, faites en sorte d'avoir cette réussite qu'elle a que vous n'avez pas, mais adaptez-la à votre sauce, parce que c'est très, l'alignement est très important et c'est ce que tu enseignes également à tes clients, Blandine. L'alignement est très important. C'est la raison pour laquelle ceux qui font du copier-coller ou qui font de la modélisation à tout va ne vont nulle part. Quand tu imites, tu perds une part de toi, et j'ai développé tout un système pour que mes clientes, elles créent des offres et qu'elles les vendent après facilement en 2 étapes. La première étape, c'est de revenir sur qui t'es toi. Oui. Parce que si tu reprends pas toutes les parts de toi, que tu commences par le problème, tu vas résoudre un problème et tu vas oublier l'intégralité de tes potentiels. On est plus vaste que répondre à un petit problème. Et donc, on travaille dans ce sens-là. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elles ont des résultats de plus en plus vite. Là, puisque mon process, il est récent, tu vois, il y a un an, ça passe très vite, mais en soi, dans une vie, c'est vraiment pas grand-chose. Et je me rends compte que les résultats sont de plus en plus rapides parce que ce process, il existe. Et que, bah, à force, je l'affine et je l'améliore constamment. On est en amélioration continue. Absolument. Et le marketing, quand on te dit fais comme ci, fais comme ça te perd assez rapidement parce que c'est pas toi. Il manque un bout, en fait. C'est comme si tu avais un puzzle et qu'il manquait une pièce. Tu peux jamais finir ton puzzle s'il te manque ce morceau, bah, moi, dedans. Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'en fait, dans le business, la part de l'histoire personnelle est très importante? Qu'est-ce que je ramène avec moi, même si le process il peut être, j'allais dire, il peut suivre une méthodologie rationnelle, parce que tu sais, quand on s'adresse aux gens, il y a des gens qui sont rationnels, il y a des gens qui sont davantage dans l'affectif et dans l'émotionnel. Il y a des choses qui fonctionnent pour les uns et pas pour les autres. Et à force de concevoir des choses qui sont un peu trop structurées et qui nous éloignent de l'expression de notre véritable potentiel qui émane de notre histoire aussi, tu vois, on se dit ok, j'ai créé un programme qui donne des résultats, mais je me retrouve pas dedans. Et du coup, on a presque pas envie de le vendre. Et pourtant,
il peut être efficace, mais c'est parce qu'on n'a pas mis qui on est dedans, comme tu l'as bien mentionné. Comment justement faire que son histoire personnelle soit le véritable fil conducteur du programme que l'on souhaite lancer? Je t'en parle parce que toi, tu t'adresses à des coachs et à des thérapeutes. Comment on peut faire justement pour qu'il y ait cet alignement, Blandine, depuis le départ? C'est-à-dire avant même de parler de positionnement, avant même de… Tu vois, c'est quoi on démarre avec quoi? Alors, il y a une partie que je te dirais dans le programme. Ce que déjà je peux partager là, c'est quoi l'expérience de vie que j'ai. Par exemple, j'aurais pu avoir un énorme syndrome de l'imposteur lié à la fermeture de ma première boîte en me disant, bah ouais, enfin la première tu l'as crachée quand même. Et puis, si je relis l'histoire d'un regard neutre, je me dis, attends, aujourd'hui tu serais une jeune de 23 ans et tu me raconterais ça, j'aurais pas la lecture de tu l'as écroulé ta boîte. J'aurais la lecture d'une nana qui se lance de zéro, qui négocie le prix d'un local, qui se débrouille pour faire vivre une entreprise qui est reconnue au niveau de là où elle travaille, qui a fait quand même 15 000 balles de chiffre d'affaires par mois. On n'est pas à zéro, si tu veux, c'est pas une boîte qui n'avait pas de clients. C'est une boîte qui faisait 15 000 balles par mois, mais ça suffisait pas pour payer toutes les charges. Parce que bah, quand tu as un salarié, tu payes un salaire, tu payes x2, hein, tu as des charges dessus. Tu as des charges liées à ton local, tu as des charges liées à ta communication, tu as des charges liées à plein de choses. 15 000 euros, ça suffisait tout juste à arriver à zéro. Ouais. Et le mois où j'arrive à zéro, enfin à l'équilibre, c'est-à-dire mes charges sont prises en charge par mes revenus, je reçois une facture que je ne peux pas payer et on me dit, bah non, ma petite dame, il va falloir vous débrouiller autrement. Nous, on n'étale pas la facture. Tu appelles ta banque qui t'envoie te faire voir. Tu appelles un comptable, on te dit, on ne peut plus rien, il faut fermer. Bah voilà, en fait, je me dis qu'à du coup, quasiment 25 ans, j'avais le courage d'aller au tribunal de commerce, payer mes salariés en priorité pour que eux ne soient pas impactés par la fermeture de l'entreprise, qu'ils puissent payer leur loyer, qu'ils puissent nourrir leurs enfants. Et après, je ferme et moi, je me retrouve sans rien. Je me dis, bah en fait, tu n'as pas besoin d'avoir le syndrome de l'imposteur. Tout ce que tu as fait, c'était hyper courageux. Puis tu as mené ta boîte à ce niveau-là et tu étais une gamine. Enfin, quand je me revois en photo, je me dis, mais tu étais un bébé et tu faisais ça. Et j'aurais pu avoir la lecture de, bah ouais, bah j'ai raté. Et rester avec cette idée de, bah j'ai raté. Et tout ça, tout ce cheminement de pensée et puis tous les autres que je peux avoir sur ma vie, mes expériences, mes pros, mes persos. Encore une fois, j'ai été j'ai des fois des instits au téléphone, elles sont conditionnées à la petitesse parce que elles sont celles qui donnent affectivement, émotionnellement, du temps, de l'énergie, qui préparent, qui obéissent aux règles et elles sont sous-payées par rapport au job qu'elles font. Donc, quand elles se lancent dans un accompagnement, elles ont beaucoup ce truc de oui, mais en fait, je ne peux pas charger beaucoup mes offres, je ne peux pas les faire payer très cher, je ne suis pas légitime. Et moi, je leur dis, mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as en fait dans tes mains. Tu es la mieux placée pour expliquer un process à quelqu'un quand tu as passé du temps à enseigner à des enfants qui sont câblés comme des enfants, donc déjà qui écoutent un mot sur 8. Quand tu demandes en fin de journée, tu as retenu quoi? Généralement, ils ont retenu ce qu'ils ont mangé le midi à peu près et les cours de récré, le reste, ils ne se rappellent plus. Et donc, je leur dis tout le temps, mais tu as du pouvoir en fait là-dessus. C'est juste l'histoire qu'on se raconte. Donc, repasser dans qui je suis, c'est quoi l'histoire que je me raconte d'un côté, puis c'est quoi la réalité de l'autre côté. Et c'est pas souvent c'est pas toujours la même histoire. Donc, repasser Clairement. dans qu'est-ce que j'ai comme richesse. C'est quoi l'intégralité de toutes les richesses dans ce que je peux apporter à l'autre. Et c'est bien plus vaste que un problème dur d'un client. Oui, un problème dur, ça compte, mais la réalité, c'est que c'est plus vaste que ça. Ok, très bien. Donc déjà, te concernant, pour que tu puisses rebondir, tu as fait une relecture de l'expérience que tu as vécue. Une relecture qui t'a permis finalement, de développer ton estime de toi-même et te dire, bah, au lieu de voir que c'est un échec que tu as fermé, bah non, regarde effectivement tout ce que tu as réussi. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est un élément plus que booster, je pense que c'est un ancrage qui est très intéressant dans le sens où non seulement il nous renseigne sur notre résilience, mais aussi sur notre capacité à relire les choses différemment, à interpréter différemment, à changer de perception. Et du coup, on n'a plus peur de l'échec. Parce que
on voit toujours le bon côté des choses. On voit toujours, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que ça me permet finalement de, quelle est cette nouvelle croyance que cela permet de développer, bien entendu, une croyance aidante qui va me permettre d'avancer davantage. Alors, on va revenir maintenant sur ton lancement effectif dans ton nouveau business. Comment tu as eu l'idée de te lancer dans ton nouveau business? Donc, tu as été d'abord enseignante, donc une fois que tu as fermé ton premier business. Dans l'enseignement, tu m'as dit qu'en fait, tu commençais à avoir des demandes d'aide, des demandes de coaching, et c'est là où tu t'es dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette période-là et de comment tu as cheminé, de comment tu es devenu finalement mentor business et mentor mindset à partir de cette nouvelle réalité, en tout cas de voir que tu étais demandé pour tes compétences, pour les choses que tu pouvais faire. En fait, je me suis rendu compte quand j'enseignais qu'une grande part de mon travail, c'était de permettre à mes élèves de se rendre compte à quel point ils étaient capables et de passer d'un élève qui doute à un élève qui est en réussite. Et je m'étais rendu compte déjà à ce moment-là que ça se jouait non pas sur les leçons à apprendre ou sur le travail à l'école, mais sur leur perception d'eux-mêmes et donc sur leur compréhension d'eux-mêmes. Donc je me suis beaucoup formée aux pédagogies alternatives, aux neurosciences à ce moment-là, à la motivation pour les enfants. Enfin, j'ai fait plein de formations sur tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur disponibilité mentale et de savoir utiliser leur conscience qui leur permettait d'avoir des résultats qui étaient meilleurs. Et j'avais des élèves qui passaient d'un niveau, disons, entre 11 et 13 de moyenne. Et je me souviens là d'une petite fille qui me vient, qui s'appelait Camille. C'est typiquement ça. Elle est passée de 12-13 de moyenne à 18 de moyenne. Elle était ma meilleure élève de ma classe parce qu'on avait boosté son état d'esprit. Donc, je me suis rendu compte de ça assez rapidement. Et puis, finalement, j'ai arrêté de travailler dans l'enseignement parce que mon fils aîné était en phobie scolaire et qu'on a décidé de déscolariser nos enfants. Et partant de là, je me suis dit, mais avec tout ce que je sais, avec la manière que j'ai de réfléchir, je vais peut-être inspirer d'autres femmes à opérer les changements parce que ça m'a pris longtemps, moi, de me dire, allez, vas-y, je lâche mon job et j'élève mes enfants alors que ça faisait un moment que j'en avais envie. Mais j'avais plein de restrictions, Est-ce que tu existes encore quand tu travailles plus, tu vas te trouver toute seule, tu n'auras plus d'amis, tu n'auras plus de collègues, tu vas t'ennuyer avec tes enfants. Puis finalement, est-ce que c'est pas une petite mort de soi quand on travaille pas et qu'on s'exprime pas dans un boulot? Enfin, et finalement, j'ai balayé tout ça. Arrivé un moment et je me suis dit, mais en fait, j'y vais. Ça durera le temps que ça durera. La preuve, ils sont retournés à l'école depuis. Mais je me suis dit que j'y allais. Et puis, je vais partager ce que je traverse sur les réseaux parce que je suis sûre qu'il y a des mamans que ça va inspirer. Au début, mon intention, c'était que ça. Et donc, je racontais mon quotidien avec les enfants, l'organisation, comment continuer à prendre du temps pour soi, comment ne pas s'oublier. Et puis les filles, elles étaient des fois un peu choquées parce que je disais, mais c'est mon mari qui gère en fait. Là, moi, je suis maman, mais je suis pas esclave. Hein, donc, des moments où je suis pas maman, il y a des moments où il gère aussi, il fait sa part. Et donc voilà, j'ai commencé à partager là-dessus. Et puis j'ai commencé à avoir des demandes, des filles qui venaient me demander des conseils. Et puis un jour, j'en ai une qui m'a dit, est-ce que tu pourrais me coacher carrément? Alors, je lui dis, bah, ma grande, je ne suis pas coach. Je ne fais pas ça. Oui, bah aide-moi, enseigne-moi comment tu fais. Et puis c'est là que je me suis rendu compte du pouvoir du mental, c'est que cette fille est arrivée avec des difficultés dans son couple, beaucoup d'épuisement, beaucoup de frustration. Elle avait un business à ce moment-là, elle avait déjà des clients. Et ça a changé sa relation de couple, parce que dans la foulée, ils ont eu un deuxième enfant. Ça a changé son mode de vie puisqu'elle est partie vivre à l'étranger et ça a changé aussi son business en lui-même. Elle s'est autorisée plein de trucs. Et quand j'ai lu son témoignage qu'elle m'a rédigé, je me suis dit, ok, cette fille était coach. Je le découvrais à la fin de l'accompagnement, je ne savais pas. Et en plus, elle me faisait un témoignage comme ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, le temps que je repasse dans toutes mes expériences, tu vois, je te disais mes expériences tout à l'heure, les plus difficiles, mais je suis aussi repassée dans, par exemple, moi, je suis une maman qui a utilisé des couches lavables. Et quand je parle de ça, les gens, ils me disent, mais t'es pas bien, le temps que ça devait te prendre. Non, mais avec un tout petit peu d'organisation, les couches lavables, je les ai pas vues passer et 2 de mes enfants ont eu que ça. C'était pas difficile. Il suffisait de s'organiser puis de savoir ce que je voulais. Je voulais ça, pas de couches jetables, c'est tout. Organisation, puis ça m'a jamais pesé. Et puis je suis repassée aussi dans toutes les formations que j'avais faites. Parce que j'ai fait des études, mais j'ai fait plein de formations à côté. C'était quoi mes forces et qu'est-ce que j'avais activé? Puis c'est là que je me suis rendu compte que ce
que j'avais activé, c'était le pouvoir de la pensée. Donc le moment, il est venu pour devenir coach, bah en fait, juste comme ça, parce qu'il y a eu de la demande et parce que je me suis dit, ok, tu peux capitaliser sur ça, ça peut changer des vies, ça. Et puis coaching, le coaching business, il s'est imposé, puisqu'à un moment, ben, ça marchait tellement bien mon activité que j'ai attiré des coachs qui voulaient comprendre comment c'était possible qu'une nana qui était instite avant, qui avait instruit ses enfants et qui avait commencé par parler de mode de vie et de zéro déchet, arrivait à devenir coach et arrivait à dépasser largement le salaire de son mari tous les mois. Comment c'était possible? Elle venait poser des questions. Elles ont commencé à prendre des coachings, donc j'avais créé un accompagnement juste pour ces filles-là. Et un jour, j'ai regardé mes clientes et je me suis dit, mais en fait, je n'ai plus que ces femmes-là avec moi. Plus que ces femmes qui veulent grandir leur business, mais dans quelque chose qui a du sens. Et pas juste pour faire du marketing ou juste créer une offre et que ça cartonne juste pour l'argent. Derrière, elles cherchent autre chose, mes clientes. Elles cherchent une révélation d'elles-mêmes, elles cherchent une reliance complète à elles-mêmes, plus d'amour dans leur famille, plus d'amour pour elles-mêmes, plus d'amour partout. Et puis voilà. Et puis, ouais, c'était paf, ça fait Donc des choses. finalement, c'était, j'allais dire, presque un cheminement naturel. Tu l'as dit toi-même, qui s'est imposé de lui-même, mais c'est voilà, ça confirme en fait que la vie est bien faite, Blandine. Tu sais, la vie est bien faite quand on lâche prise, quand on est dans la contribution, dans le lâcher prise, dans l'envie d'aider, tu vois, et qu'on n'est pas dans le contrôle en fait, qu'on n'est pas dans je dois avoir tel chiffre d'affaires à la fin du mois, je dois avoir le contrôle maximal sur telle situation. En fait, tu as tellement vécu enfin, tu as vécu des montagnes russes, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et avec ça, tu as quand même cheminé, tu as compris finalement l'essence de la réussite qui était le pouvoir de la pensée. Moi, je pense que quand on a pris conscience de ça, bah, en fait, on a tout compris. Pourquoi on a tout compris? Parce que ça veut dire clairement qu'on reprend le contrôle sur notre vie, qu'on n'est plus dans la victimisation, qu'on n'est plus dans oui mais tu sais c'est comme ça. Ben non, ben c'est pas comme ça, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu mets en place pour changer ça. Et ça commence par la pensée. Donc si aujourd'hui les choses ne marchent pas, ok, donc on va s'ouvrir à la possibilité que ça fonctionne. Déjà mentalement, je me prépare pour une issue positive. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu sais, avec tous les circuits neuronaux qu'on a, tu opères les changements en interne et en externe sur la base d'une commande que tu donnes à ton esprit. Au lieu de lui dire, ok, je veux une solution à ce problème-là, il va te trouver la solution, il va t'orienter vers la solution. Si tu lui dis, écoute, c'est bloqué de partout, il n'y a pas de solution, bah ça va rester dans ce blocage-là. C'est vrai que c'est très difficile parce que, encore une fois, moi je le dis et j'ai l'honnêteté de le dire, j'ai longtemps été, comment dire, j'ai traîné avec moi mon autosabotage depuis très 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 longtemps. Je pense que c'est ce qui a été le plus douloureux parce que Blandine, j'ai toujours eu peur de réussir. Tu vois, cette peur était bien présente. Tout simplement parce que en fait, je voyais, évidemment, mis à part mes proches et les personnes qui m'aiment, les gens ne voulaient pas que je réussisse. Tu vois, on me le faisait comprendre aussi, on me le faisait sentir, sans parler bien entendu des bâtons dans les roues que j'ai pu avoir, que ça soit dans ma vie professionnelle, dans mon business, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est ce qui a fait que au final, c'est comme si je bloquais ma réussite parce que je me disais, écoute, si tu réussis, voilà ce qui va se passer. Un tel ne va pas être content, une telle ne va pas être contente, un tel va te bloquer, une telle va te bloquer. Donc nous, on va éviter tout ça, on va les laisser cartonner et je me suis repliée sur moi-même, tu vois, par peur. Tu vois, quand tu dis ça à quelqu'un de manière consciente, il te dit, mais attends, c'est n'importe quoi. Qui voudrait ne pas réussir? Oui, mais c'est ça l'autosabotage, c'est que c'est inconscient, c'est des peurs inconscientes. Il y a pas d'autre mot. J'ai pratiquement jamais eu la peur de l'échec, Blandine. Je suis une femme courageuse, déterminée, persévérante. Même si ça marche pas, je continue. La peur de l'échec ne m'a jamais fait peur.
tu vois. Mais c'est l'auto-sabotage lié à la peur de la réussite, lié aussi, tu sais, à cette programmation. On en parlait quand on parlait justement du conditionnement social de la femme. Tu peux pas réussir professionnellement et réussir ta vie de famille. Moi, j'ai longtemps eu cette croyance. En tout cas, même les femmes de ma génération l'ont eu. Euh, et puis, même si on se marie, on crée une famille, dans notre tête, il y a un parti pris. On peut pas être dans l'équilibre. C'est très difficile d'être dans l'équilibre. C'est pas possible. C'est soit ça, soit ça. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, on a la chance, en tout cas, de voir de plus en plus de femmes qui s'épanouissent à la fois dans l'entrepreneuriat, mais également dans leur vie de famille et qui donnent cet exemple-là. Tu vois, c'est toutes ces entrepreneurs qui cartonnent, bah, tout comme toi, avec des chiffres d'affaires quand même assez colossaux et qui donnent l'exemple aux autres mamans pour dire, écoutez, c'est possible, enlevez, déconstruisez cette croyance qui dit que vous pouvez pas réussir sur les deux volets. J'ai interviewé un grand nombre de femmes entrepreneurs qui voilà, et faisait même, il y en a qui faisaient même le live avec moi en allaitant leur bébé, tu vois, donc, et qui faisaient des chiffres mirobolants. Donc, ça veut dire que c'est possible et on est heureux. Bon, après, bien entendu, c'est aussi une question d'organisation de temps pour que ce soit pas source de stress, mais les choses s'organisent. J'ai même interviewé des hommes entrepreneurs qui ont mis ce qu'il fallait pour respecter leur vie privée, vie professionnelle. Ça veut dire que même pour un homme, c'est important. Et en sachant que les hommes sont davantage portés sur le boulot, sur la carrière, sur le business. Et là, on s'est dit, ok, donc je vais arrêter de parler que de business avec ma femme. On va s'organiser. Il y en a qui ont même planifié des créneaux horaires. De telle heure à telle heure, voilà ce qu'on va faire, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit les sorties en famille, etc. Qui sont même partis, on me l'a dit clairement, qui ont même posé des règles. Par exemple, dans la chambre à coucher, on ne parle pas de business. Tu vois, parce qu'en fait, les deux, c'est des entrepreneurs. Pour la plupart, en tout cas, des entrepreneurs que j'ai, hommes que j'ai interviewés, ils sont mariés avec des femmes entrepreneurs. Donc, dans la chambre à coucher, on ne parle pas business, ok? Tel jour, à telle heure, c'est sorti resto. Tel jour, à telle heure, c'est sorti avec les enfants. Tu vois, ça se planifie pour que justement, encore une fois, le pouvoir de la pensée, on ne soit pas amené à faire que penser business, à faire que penser argent. Tu vois, il y a une part pour chaque chose. C'est vrai que ça fait réfléchir ce que tu dis. Tu vois, quand tu commences à dire la chambre à coucher, on ne parle pas de business. C'est aussi, moi, pour mes clientes qui sont des femmes qui veulent développer des business, mais qui sont encore au balbutiement. Donc parfois, moi je dis ça vendouille, mais c'est vraiment le cas, ça vend petit, ou parfois même ça vend pas du tout. Mais je sais, tu sens à l'intérieur que tu es capable de bien plus. Et il y a des moments où en fait, tu es câblé que sur ça, et tu pourrais parler que de ça. Sauf que qu'est-ce que tu envoies comme message? C'est je ne vends pas. Bon, bah du coup, tu vas pas vendre, il y a de grandes chances. C'est je vends pas assez. Ben, il y a des grandes chances que tu continues à pas vendre assez. Et toutes ces pensées-là, elles te roulent dans le cerveau toute la journée, plus ou moins consciemment. Si tu te dis qu'il y a des endroits où tu parles pas de business, moi j'ai pris l'habitude d'éteindre mon téléphone. À 4h30, je récupère mes enfants, c'est important pour moi d'être là. De 4h30 à 6h, le téléphone il est éteint. Alors ça fait râler ma mère quand elle veut m'appeler. Mais en même temps, je dis c'est hyper important, je veux être avec les enfants présente. Et après, je retourne bosser pendant 1h30, le téléphone, je le rallume. Et quand je vais me coucher, mon téléphone, je ne le prends pas si je suis dans ma chambre. C'est pas pour aller regarder Instagram et trucs et machin. Parce que sinon, c'est vrai que tu es tout le temps en train de te dire je vends pas assez, ça marche pas assez. Alors toi, tu dis tu avais peur de ton succès. Moi, j'avais peur de ma propre puissance. J'ai des clientes à qui j'ai partagé ça qui m'ont dit ah ouais, ça me parle. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'un feu à l'intérieur qui allait me déborder de partout et que j'allais pas savoir gérer. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, tu sais déjà le gérer. Parce que tu l'as déjà fait, c'est juste que toi, tu as pensé que c'était petit ce que tu étais en train de vivre, alors que c'était déjà énorme. Une fois que je me suis réconciliée avec ça, ça a été beaucoup plus facile. Mais on a toujours… Ces conditionnements, ils sont abominables. Et je trouve que pour nous, femmes, ils sont horribles. C'est vraiment mon pourquoi, ça. Je fais des tresses à ma fille pour aller à l'école tous les jours.
Donc, soit je lui en fais 2, soit je lui en fais une, mais elle part à l'école avec les cheveux tressés tous les jours. Pour moi, c'est important pour qu'elle n'ait pas les cheveux dans tous les sens et puis tu sais qu'elle ait les cheveux dans les yeux, qu'elle voit rien. Bref, c'est ma petite habitude. Et quand je lui fais ses tresses, je me dis aujourd'hui, je te fais ta tresse. Mais ça veut dire que à chaque fois que je le fais, ça me reconnecte à mon pourquoi. C'est la petite tresse aujourd'hui. Et quand tu seras grande, tu seras qui tu veux. Aujourd'hui, je lui tresse les cheveux pour pas qu'elle les ait dans les yeux, qu'elle puisse apprendre. Mais je me dis que c'est vraiment qu'une seule part. Donc, c'est les moments où je peux lui dire et qu'est-ce que tu penses de toi? Parce que moi, je trouve que tu es vraiment merveilleuse. Et puis ce matin, elle me disait, je suis belle, je suis intelligente et tout le monde a envie d'être mon amie. Elle vient de changer d'école, elle n'a pas beaucoup de copines encore, Super. elle est encore amoureuse. Ouais. Puis je lui dis, Mais elle a conditionne-toi. déjà la bonne croyance, en fait. C'est Et on les super. booste beaucoup. Enfin, ils me voient faire ça, les enfants m'entendent au téléphone avec mes clientes. Hein, donc, il y a des phrases des fois qui sortent. La seule limite à ce que je peux faire, c'était mon deuxième qui disait ça il n'y a pas longtemps, la seule limite à ce que je peux faire, c'est moi-même. C'est pas la Ouais. Il avait conscience que c'était ses propres pensées. Parce Ok. qu'il a peur des sauterelles et il veut pas aller se balader en forêt parce qu'il y a des sauterelles. Et donc, il se répétait ça. La seule limite à pouvoir me balader en forêt, c'est moi-même. C'est juste que c'est une sauterelle et c'est pas grave. Ok. Donc, l'idée, finalement, ici, ce que tu es en train de dire, c'est changer son dialogue intérieur et tu as commencé finalement par toi, tu vois, à chaque croyance limitante, à chaque pensée négative, tu l'as remplacée par quelque chose de positif pour justement, bah, tu l'as dit toi-même, pour te réconcilier avec toi-même. Et est-ce que c'est ça justement ce que c'est cette méthodologie aujourd'hui que tu proposes à tes clients, c'est une part de réconciliation avec soi, une part de voilà, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à telle ou telle situation, comme tu disais tout à l'heure pour des clientes qui donnent beaucoup, c'est souvent le cas des coachs, hein, tu sais, c'est en fait c'est les coachs n'aiment pas vendre. Moi, je le dis souvent, les coachs n'aiment pas vendre, n'aiment pas prospecter parce que c'est pas notre métier. Ok, alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre parce que tout s'apprend. Là, je veux dire, les compétences s'apprennent et heureusement. Sauf qu'on se dit, ok, y a une croyance derrière ça. Et la croyance c'est la suivante, c'est que j'ai pas envie, c'est ce qui revient souvent, je pas envie de me transformer en marchand de tapis. C'est tellement beau ce que je fais. Je suis dans la transformation, je suis dans la création de valeur. Vendre, c'est petit. C'est, tu vois, c'est l'image qu'on a de la vente parce que la vente est associée à pratiquement, tu sais, à la négociation. Elle est à la négociation, on va dire, de manière, je sais pas comment, qui donne en fait une image assez basse de qui on est. Tu vois, je suis quand même quelqu'un de valeur. Enfin, c'est pas de l'ego, hein, j'entends bien, hein, c'est pas de l'ego, mais c'est que voilà, je préfère rester dans ma zone de génie. Moi, je fais de la transformation. Moi, je transforme la vie des gens, je transforme le business des gens. Tu vois, c'est cette croyance qui est que la vente, finalement, c'est j'arrive pas à trouver le bon terme, Blandine. Identifier ça, c'est que la vente, c'est sale. C'est sale, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est la croyance la croyance inconsciente quand on creuse, c'est ça, c'est que c'est sale, tu vois. Et du coup, je vais pas m'abaisser à faire ça. Alors que, ben, si tu vends pas, si tu sais pas communiquer, tu peux avoir la meilleure offre qui soit, personne ne le saura. Ouais, c'est intense parce que ce que j'enseigne à mes clientes, c'est plusieurs choses. On parle de marketing, on parle de communication, on parle de vente. Pour moi, la vente, c'est noble. C'est le démarrage de quelque chose. Et en amont, on n'est pas obligé de faire les choses de façon sale. On n'est pas obligé de prospecter à froid et d'envoyer des tas de DM bizarres. Là, bon, on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. On n'est pas obligé de manipuler l'opinion de l'autre. On n'est pas en train de faire un bras de fer et celui qui gagne, c'est celui qui soutire des sous à l'autre. On n'est pas dans ça. La vente, c'est noble parce que c'est l'étape numéro 1 qui fait que ton client il commence à reprendre le pouvoir pour changer quelque chose chez lui. Ça devient une transformation, mais c'est tout un processus à revisiter. Donc, on parle beaucoup de toutes ces choses-là. On parle des techniques aussi qui existent. Et puis après, je leur enseigne une espèce de d'hypervigilance. Moi, j'ai développé ça instinctivement chez moi. C'est une espèce d'hypervigilance à mes pensées. Et quand elles ne me servent pas, de me dire celle-ci au placard. Elle ne me plaît pas, on la change. Je fais ça naturellement. Je pense que c'est pas un truc qui m'a demandé des efforts. Ça m'a demandé de le conscientiser pour permettre aux autres de le faire, mais ça me demande pas en soi d'efforts particuliers.
Et il y a vraiment ce truc de se dire, mais pourquoi tu penses ça? Des fois, je leur dis, tu crois que tu conduis une Twingo, alors qu'en vrai, ce que tu es en train de faire, c'est que tu as un camion avec 2 remorques derrière. Tellement tu as de compétences, tellement tu as de qualité, tellement tu es une belle personne. Pourquoi est-ce que tu crois que tu as une Twingo dans les mains? Forcément que si tu conduis une Twingo, enfin, ton gros camion comme si tu avais une Twingo dans les mains, ça va poser problème. À un moment, tu vas pas passer quelque part et il y a un moment où tu vas pas avoir le résultat que tu veux puisque tu conduis comme avec ta petite voiture. Le conditionnement de nos pensées, il est extrêmement fort parce qu'on vit dans une société dans laquelle les femmes sont amenées plutôt à se taire et à être petites. La petitesse au féminin, c'est un truc, ça me révolte. Hein. Là, je lis un livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière. Attends, la puissance invaincue des femmes. Je le lis doucement. Je parle à mes clientes souvent de mes lectures. Je leur dis, je le lis doucement parce qu'il me met sérieusement en colère. Et je le lis en faisant des bonds sur mon fauteuil. Il faut y aller doucement. Parce que c'est vrai que c'est ça. Ma mère a reçu un livre à ses fiançailles. On l'a déchiré, ce livre, quand ma fille est née. Je me revois encore arracher la page et la mettre dans le feu avec ma maman. C'était la première page. C'était un livre de cuisine qu'une de ses sœurs lui avait offert à ses fiançailles avec mon papa. Et c'était marqué quand votre mari rentre du travail, souvenez-vous qu'il est fatigué, il a eu beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, c'est peut-être pas la peine de l'enquiquiner avec vos histoires de tâches ménagères. C'est pas un livre de Louise Hay, c'est pas un livre de Louise Hay parce qu'elle en parle aussi. Il dit voilà dans les années 50, voilà le modèle de la femme, voilà l'exemple de la femme modèle. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'était un livre c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'était un livre de Louise Hay de cuisine, mais je sais plus qui avait écrit. Okay. Non, Louise Hay, il est dans le développement personnel et dans un de ses livres, en fait, elle te dit clairement quelles sont les caractéristiques de la femme modèle et c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire votre mari, quand il rentre, il est fatigué, il a passé une dure journée, donc il faut faire en sorte de lui rendre la vie agréable. Oui, non, mais moi dans l'histoire, je suis la bonne. Non mais ça va pas, tu vois. C'était ça, mais ça prend des proportions encore aujourd'hui. J'ai fait une fac de droit après mon bac et un jour je suis arrivée à discuter avec une fille de ma promo qui était là, puis je trouvais qu'elle était là sans être là, cette fille-là. Elle était là, mais je la trouvais pas hyper impliquée. Et puis bon, c'est tout, on discute en déjeunant et là je m'aperçois qu'en fait elle est là parce que son objectif c'est de trouver un mari riche. Et j'en suis pas revenue, on avait 18 ans. Elle m'a assise. Pour le reste de l'année, je me suis dit, il y a vraiment des filles comme ça aujourd'hui. Oui. Mais on est conditionné à ça. C'est comme les injonctions qui sont faites. Tu es une femme, donc tu dois être une mère, comme si tu n'avais pas de travail, donc la meilleure mère possible. Tu dois être au travail comme si tu n'avais pas d'enfant, parce que sinon, on te donnera toujours moins qu'aux autres. Si tu t'absentes parce qu'un enfant est malade, en entreprise, j'avais vu les pourcentages. Je crois que c'était plus de 70% des femmes qui s'absentaient quand un enfant était malade. Donc, le petit pourcentage qui reste, c'était leur mari. Au secours. Il y en a qui ont même été virées pour ça, Blandine. Il y en a qui ont été virées parce qu'elles sont tombées enceintes. Il y en a qui ont été virées parce qu'elles passaient plus de temps avec leurs enfants. Il y en a qui ont été virées pour ça. Tu vois, je conçois, enfin, je conçois, je sais, et en même temps, je me dis, c'est vraiment qu'on a une vision complètement erronée des choses. Parce que si tu as de la charge mentale par-dessus la tête, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, ton mari, il t'aide. Il fait pas sa part, il t'aide. Puisqu'il t'aide, c'est quand même toi qui as tout dans la tête. Il y avait aussi l'idée que tu dois être dans ta maison comme si tu n'avais pas d'enfants qui mettent le bazar et pas de boulot qui t'empêche d'être chez toi. Et puis tu dois être avec ton mari disponible comme si tu n'avais pas la charge mentale des enfants, la charge mentale du boulot et la maison à gérer. Ces injonctions-là, elles sont tellement fortes qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve face à des femmes parfois qui veulent des business qui cartonnent, mais qui n'arrivent pas à sortir de cette petitesse-là. Parce que c'est logique, parce qu'il faut être hyper disponible pour les enfants, parce que finalement, j'ai que 2 heures pour bosser par-ci, par-là, et finalement, je mets mon business dans les trous qui restent. À partir du moment où tu deviens dirigeante, tu peux aussi prendre la décision que même si tu n'as pas 1000 ans, moi, j'ai pas des grosses journées de travail, pourtant, ça m'empêche pas de faire un beau chiffre d'affaires, mais parce que j'ai décidé que de telle heure à telle heure, je voulais avoir du temps pour travailler. Et c'est non négociable. Et quand je travaille, mes enfants dérangent. Avant, ils venaient chercher moi systématiquement. Maintenant, si on est 2 sur les ordinateurs, ils vont chercher leur père ou leur mère selon celui qu'ils n'entendent pas parler à voix haute en général. Ok. Alors, on va parler de comment tu es passé d'un business effondré à un business à 100K. Déjà, est-ce qu'on parle bien de 100K mensuel ou 100K annuel? On est dans quoi? Là, j'ai atteint la barre des 100K. Donc, on n'est pas à 100K mensuel, on est à 100K depuis janvier, décembre-janvier.
Très bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment tu as passé? Déjà, quelle est la définition pour toi d'un business effondré? Est-ce que c'est juste le fait de ne pas avoir de clients? Est-ce que c'est le fait de faire un burn-out? Est-ce que le fait de vouloir abandonner? Donc, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'un business effondré? Et quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé, bien entendu, niveau mindset, niveau business, marketing et tout ce qui s'ensuit, pour atteindre ces 100K? Un business effondré, c'est un business que j'ai décidé de mettre un peu sur pause en me disant, voilà, je dois repasser au travers d'un certain nombre de choses là pour être vraiment performante pour mes clientes. Donc, j'arrête de parler de mes choses et je rentre plus personne dans les offres. J'ai continué à faire mon petit boui-boui dans mon coin. J'ai travaillé sur le contenu de mes offres, ce que j'offrais, puisque je me décidais à être coach à la fois de vente pour le business et sur tout le reste aussi. Donc, ça me demandait de réajuster. Donc, j'ai eu des crispations à ce moment-là parce que tu te dis, bah, je suis qui pour enseigner ça? Est-ce que je le sais vraiment ou est-ce que je le sais pas? Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais beaucoup de choses. C'est juste que je les mettais plus en place. Ou que je les utilisais contre moi aussi, des fois, tu sais. Le truc, tu le vois, tu sais que c'est là, puis tu vas l'utiliser contre toi, donc ça va pas te plaire et ça va te crisper encore plus qu'autre chose. Et puis après, j'ai décidé de relancer et c'est là que le business effondré est devenu un business qui avait du mal à redécoller. Moi qui étais habituée à faire des chiffres d'affaires mensuels qui dépassaient les revenus de mon mari, je peinais à me verser même 1 000 euros. Et c'était compliqué. Et puis quand je lançais quelque chose, j'ai même fait une offre, j'ai eu 0 client dedans. Aujourd'hui, j'analyse mon truc, je sais exactement pourquoi. Mais sur le coup, je l'ai super mal vécu. Parce que je recommençais, enfin, j'avais la sensation de tout recommencer à 0. Et puis d'être un peu la victime dans ce truc-là. Tu sais, c'est ça aussi des fois. On a l'impression d'être victime de la situation, je ne peux pas faire mieux. Donc l'idée, c'était que mon mari m'avait quand même dit, écoute, t'es bien gentil, mais là, je vais finir par en avoir marre. Donne-toi une date. À partir de telle date, trouve-toi un job salarié, au moins pour faire rentrer un peu d'argent, parce que là, c'est quand même désagréable ce qu'on est en train de traverser, de se limiter, j'aime pas ça. Donc, je me suis donné une date, puis je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'un job salarié. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres. On sent que chez moi, c'est compliqué. J'ai pas envie de m'agacer après les gens tous les jours comme je pouvais m'agacer avant. Donc, on va faire autrement. Je vais reprendre mes bases, je vais reprendre ce que je sais et je vais chercher de quoi je suis sûre. Et j'ai pris une coach en parallèle. J'ai pris une parce que j'avais besoin de repasser dans mon offre et j'avais surtout besoin de savoir que j'étais plus toute seule. Je peinais d'être toute seule à ce moment-là. C'était désagréable. Donc j'ai pris une coach, j'ai fait un investissement alors que j'avais plus d'argent qui rentrait, j'ai fait un investissement plus gros. En gros, je nous ai mis à 0, on n'avait plus un centime de côté. Et je me suis dit, ok, par contre, je rentabilise aussi vite que possible. Et donc avec cette coach, on a travaillé. Finalement, elle m'a permis de me rendre compte de tout ce que je savais déjà, mais que j'oubliais ou dont j'avais pas pleinement conscience. Tu sais, des fois, on sait des trucs et puis en fait, on ne les a pas intégrés pleinement. Bon, moi, j'avais besoin de faire cette transition-là. Donc, ça m'a permis de reprendre conscience de comment je vendais et puis de reprendre conscience de comment je manifestais aussi ce que j'obtenais. Parce que je me disais, je veux ça, puis 2 jours après, j'y croyais plus, et puis 3 jours après, j'oubliais que je voulais ça, donc je voulais plus petit puisque je l'avais pas encore obtenu, et ma confiance, elle faisait que ça, de monter et de descendre. Donc j'ai retravaillé tous ces aspects-là, et puis j'ai décidé en septembre l'année dernière que ça y est, j'étais prête, et j'ai recommencé à vendre fin septembre et début octobre, et là, c'est reparti comme ce que je connaissais, mais de façon plus saine, c'est-à-dire que j'étais plus guidée par mon ego et que ça me brûlait plus de l'intérieur à chaque fois que je faisais une vente, tu sais, cette excitation de l'ego qui est trop fier. J'étais plus dans quelque chose de l'ordre de la plénitude en sachant que de toute façon, c'était logique. Mon offre, elle est bonne. Je pense que mon offre, elle est excellente. Je sais que sur le marché, je suis une des seules à savoir faire les choses aussi pointues que ça sur les deux. J'ai un passé et j'ai une histoire qui me rend encore plus forte et je sais que mon offre est excellente. Donc, dans ma tête, c'est logique que les gens y viennent finalement. Juste, je m'aligne à ça et je progresse en me disant que pour les prochains 100K et 200K et plus, c'est à moi d'habiter ma posture de leader toujours plus. Et donc, ça m'amène à être toujours non négociable. Parce que j'avais tendance à faire ça avant, de me dire que je voulais quelque chose et puis d'aller le négocier à la baisse, tu vois, tout le temps. Je me
disait, je vais faire du sport. Non, mais il faut pas exagérer. Si tu fais pas de sport, vu que t'es pas grosse, c'est pas grave, tu vois. J'avais des pensées comme ça. C'était Madame Demain. Mon mari m'appelait comme ça. C'était Madame Demain. Ouais, non, mais demain, je me mets à faire ça. Mon mari me disait, de toute façon, demain, tu vas me dire que oui, t'as dit demain. Et je repoussais souvent. Donc, j'apprends à être toujours non négociable et ça se situe pas que sur le business. C'est dans toutes les petites zones de ma vie. On a tous des défis qu'on continue à avoir et à devoir dépasser. Et ben, je fais ça. J'analyse partout. Ok. Alors, tu parlais d'alignement justement. Euh, quels sont pour toi les points fondamentaux à prendre en compte pour être aligné avec son business, pour être aligné avec son offre et du coup pour être beaucoup plus à l'aise pour vendre? Parce qu'on est non seulement convaincu que c'est la bonne offre et qu'on sait ce qu'on a mis dedans et qu'on sait quelle est notre clientèle de cœur finalement. Comment être aligné? Pour être aligné, je pense que ton offre, elle doit respecter tes valeurs. Elle doit respecter les différentes zones de ta vie. Si tu as un business aujourd'hui qui te prend tout ton temps parce que tu veux atteindre, je sais pas, il te faut 50 clients pour atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires et que en face de ça, tu les coaches de façon individuelle, arrive un moment, tu vas plus avoir de temps. Donc, si ton objectif, c'était de pouvoir aller chercher tes enfants à l'école, par exemple, bah, tu n'es plus aligné avec ta sphère de vie. Donc, si tu respectes tes valeurs, que tu respectes tes sphères de vie et que tu respectes qui tu es, euh, tes talents, plutôt que de dire ah oui mais ça sert à rien ou oui mais ça je le sais mais bon voilà je vais pas le valoriser. Repasse dans qui t'es au global, pas juste dans une partie de toi parce qu'on t'a appris qu'il fallait que tu choisisses un client idéal et que tu parles à son problème. C'est trop réducteur. Dedans t'es qui toi et ça va te permettre de le mettre partout. Si tu prends qu'une partie de toi-même, tu vas jamais être complet. Tu vas toujours avoir l'impression que tu laisses un morceau de toi et donc tu vas passer ton temps à changer ton offre, la revoir, changer son prix, changer son nom, changer tes couleurs, parce que tu as oublié ton essence là-dedans. Tout part de là, je dirais. Alors, quand tu parles d'essence, quand tu parles de la personne, est-ce que tu parles d'histoire personnelle ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Enfin, tu as parlé de valeur tout à l'heure. Est-ce que tu parles justement comment se retrouver dans son offre? Est-ce qu'elle va partir, à titre d'exemple, d'une expérience qu'on a vécue, de difficultés qu'on a vécues? C'est un petit peu ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu aussi. Et on parle d'une problématique, d'un challenge qu'on a vécu, des actions qu'on a mises en place, de ce qui a fonctionné pour nous, et on en fait un programme. En fait, j'ai des clientes qui parfois n'ont pas vécu exactement les défis de leur clientèle cible. Par contre, elles savent que leurs outils peuvent aider quelqu'un qui a tel type de problématique. Okay. Donc, ça part de toi, disons que ça part de, finalement, revenons à quoi ça sert. Plutôt que de dire, ben, mon vécu, alors oui, notre vécu, il est aidant forcément, mais on n'est pas obligé de vendre que ce qu'on a vécu. Okay. Par exemple, je suis douée en mindset, j'ai jamais travaillé en entreprise, ça m'empêche pas de me dire, ben, je suis tout à fait capable de booster le mindset de quelqu'un qui bosse en entreprise. Moi, j'ai jamais bossé en entreprise, jamais vraiment toujours. Là, j'ai pas comme certaines nanas, 15 ans de boîte dans une multinationale de je sais pas quoi, mais ça m'a jamais intéressé de vivre ça. Donc, je pense pas que tu aies besoin de seulement te baser sur ton expérience, mais c'est ton expérience, qui tu es, et tes potentiels, et tes qualités, et tes façons d'être, elles peuvent aider les autres à faire quoi? Ok. Et souvent, alors, que oui. Tout ce que tu as intégré comme je peux aider sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça, tu as un chapeau en fait au-dessus. Oui. C'est ce chapeau-là que tu cherches. Ok, donc, ça me donne une excellente transition. On va parler des entrepreneurs multipassionnés ou des coachs multipassionnés qui ont du mal à trancher parce qu'encore une fois, elles ont plusieurs expertises, elles peuvent aider sur plusieurs thématiques et du coup, c'est le foutoir dans leur tête et elles ont du mal à savoir par quoi commencer en sachant qu'elles, évidemment, elles peuvent tout mettre en place, mais ok, mais c'est par quoi je commence? Comment prioriser? Tu vois, c'est toute la difficulté des multipotentiels. Qu'est-ce que tu leur proposes à ces personnes-là? J'ai beaucoup de clientes qui se disent multipotentielles, hautement sensibles, etc., avec ou sans bilan, mais peu importe. Et en fait, c'est ça. C'est plutôt que de chercher à compartimenter, plutôt que de chercher à compartimenter et à se dire, bah, je priorise. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de regarder partout? Par exemple, là, je vois Sarah qui est passée. Sarah, elle a une expertise sur le business et une expertise sur l'empowerment des femmes. Pourquoi est-ce que ce serait forcément deux choses différentes? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de reprendre toutes ces choses-là et de se dire c'est quoi le point commun et c'est quoi le chapeau? Tu sais, c'est un peu comme les
les bâtiments grecs, là, tu as les colonnes, ben, en fait, il y a un chapeau au-dessus. C'est quoi le chapeau? À quoi ça sert tout ça? Et c'est quoi le point commun? Ce qui fait que c'est pas gênant d'avoir plusieurs offres. Moi, j'en ai qu'une actuellement parce que j'ai fait le choix d'en avoir qu'une pour m'obliger à améliorer et à la rendre encore plus excellente. Et d'être sur tous les sujets, c'est difficile d'être parfait sur tous les sujets. Ça n'empêche que tu peux faire plein de petites choses avec une grande chose. Et t'es pas obligé de te dire, de compartimenter les choses. On a toujours tendance à vouloir, c'est soit rouge, soit vert, soit bleu. Ben, si en fait tu mélanges tout, ça peut faire quelque chose. Ouais, c'est ça, tu disais qu'on en avait parlé hier. Ok, très bien. Ok. Comment maintenant tu aides les gens à vendre à profusion? Parce que ça, c'est vraiment la question du siècle. Vendre à profusion, vendre à répétition, vendre à l'infini. Euh, que ce soit en termes de croyances, en termes de marketing à mettre en place. Quelle est la formule gagnante, Blandine? Ben, comprendre ce qui t'a amené à vendre et le refaire, et le refaire, et le Ok. refaire. Et de Comprendre ce regarder qui t'a ce qui amené, est comprendre ce qui t'a amené à vendre ou, ou comprendre la psychologie de la vente chez ton client idéal ou comprendre ses les deux. besoins. C'est quoi exactement? Ben, en fait, on travaille, je te disais, sur plusieurs aspects. On travaille à la fois sur la stratégie et à la fois sur le mindset. J'ai choisi Mhm. de tout faire. Puisqu'on travaille sur la stratégie et sur l'état d'esprit qui te mène à ton succès, c'est comprendre quelles sont les actions que je dois mener. Donc, les actions que tu dois mener, c'est le problème dur, c'est le positionnement, c'est le client idéal, c'est sa compréhension, c'est la création de contenu, c'est un feed Instagram, c'est toutes ces choses-là, elles sont comprises dedans. Et tu as aussi qui je suis. Ben, ça va être l'association de qu'est-ce que j'ai fait en termes d'actions qui fonctionnent. Donc, je suis capable de faire les choses en conscience et puis de les analyser derrière. Et puis, qui je suis quand je le fais. À partir du moment où j'ai les deux et où je trouve mon équilibre entre tout ça et que je suis amenée à avoir une vente, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené là et le refaire et le refaire et le refaire. Ok. Et donc, le système que tu as mis en place, que ce soit pour toi ou pour tes clients, est-ce que c'est un système de vente, de coaching en individuel, auquel cas, donc, vous avez les personnes au téléphone pour vendre, ou est-ce que tu as mis en place un écosystème qui puisse vendre de manière quasi automatique, par tunnel de vente ou quoi? C'est quoi quel est le système que tu as mis en place Mes clients, pour toi et pour tes ils clients? ont tous des niveaux différents. Donc, je ne peux pas te dire que j'ai mis un système en place puisqu'on adaptera le système à qui on est. Mes clients, je les ai en groupe et je les ai en individuel. Donc, finalement, on équilibre en fonction de qui elles sont. Certaines ont des tunnels de vente un peu plus élaborés et d'autres qui démarrent ont d'abord besoin de tester leurs habitudes de vente et leurs habitudes de fonctionnement pour pouvoir aller à des systèmes automatisés. Euh, Mon histoire à moi, c'est qu'en mettant des choses en place, j'ai commencé par devoir faire des appels découvertes en grande quantité pour avoir plus de non que de oui, développer mes habitudes en appel de découverte pour finalement à un moment avoir des gens qui venaient dans mes offres en me disant j'ai envie de venir travailler avec toi, comment on fait? Puisque j'ai eu ce niveau-là et que je sais exactement comment j'ai eu ce niveau-là, aujourd'hui je fais des appels de découverte pour une bonne raison, c'est que je fais des appels de découverte pour être sûr que j'ai une bonne personne en face de moi. Mon accompagnement, il dure quand même 1 an. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un avec qui j'ai pas échangé avant de rentrer dans l'offre. Mais j'ai des filles là qui vendent en dormant. J'ai une fille qui m'a envoyé il y a pas longtemps, une des saules dirigeantes, elle était au cinéma et quelqu'un a acheté. Donc l'idée, c'est que ça vende aussi tout seul parce que tu sais exactement que ton contenu, il vend. Et que toutes les actions que tu mets en place au quotidien, elles te font vendre sans être forcément obligé de travailler tout le temps derrière parce que tu sais exactement ce qui marche pour toi. Ça répond à ta question? Oui, absolument. Alors, pour finir ce live, Blandine, est-ce que tu as un message à transmettre par rapport aux femmes qui souhaitent se lancer, se faire confiance, reconnaître leur puissance, reconnaître aussi leur capacité à réussir dans le business et à sortir de cette croyance qu'on est bonne qu'en faisant de la cuisine ou qu'en gérant une maison, donc on est bien plus que ça. Est-ce que tu as un message justement à faire passer par rapport à ça pour aider les femmes à se lancer et à se lancer de la bonne manière. Comme tu sais, quand on veut se lancer, parfois il y a la peur du lancement, parfois il y a tellement d'offres de formation, d'accompagnement qu'on ne sait plus quoi choisir et du coup on peut être perdu, voire on peut faire les mauvais choix.
qu'est-ce que tu peux leur proposer dans ce cas de figure? Une de mes phrases que je répète le plus, je pense, c'est que dans la vie, tu as deux solutions. Soit tu sais et tu fais tout pour que ça marche, soit tu sais pas et tu vas apprendre. Tu n'as pas d'échec. On a toujours tendance à se mettre énormément de pression parce qu'on a peur de l'échec. J'ai jamais autant appris qu'en acceptant d'être dans ce que moi je considérais comme un échec, c'est-à-dire dire à mes parents, j'ai commencé un cursus scolaire, mais je ne vais pas continuer, ça ne me plaît pas du tout. J'avais très peur de leur réaction. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je leur en ai parlé. Et c'était grisant. C'était grisant de leur dire, en fait, j'échoue. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours fait l'admiration de mes parents. Et vous savez quoi? J'échoue et je fais n'importe quoi. Et c'était tellement génial que finalement, j'ai appris ça. Que dans la vie, c'est soit tu sais déjà, soit tu vas apprendre. L'échec, c'est juste une considération. C'est juste parce qu'on le juge qu'on estime que c'est un échec. Et ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine. Ça a été très inspirant, très enrichissant. Je sais que si c'était possible, on serait resté encore à discuter. Il y a tellement de belles choses à partager. Ton histoire est vraiment inspirante. Et puis, on sent en fait qu'il y a de la crédibilité, il y a de l'authenticité, il y a de la crédibilité qui est basée sur une expérience, sur une expertise. Et c'est ce qui explique en tout cas les résultats extraordinaires de tes clientes. Comment tu as vécu ce live, Blandine? J'adore les lives, je pourrais rester là jusqu'à demain si tu veux, tu sais. Merci du fond du cœur et puis j'espère que ça permettra d'inspirer ta communauté. Merci beaucoup Blandine. Je te souhaite un énorme succès, que tu continues à briller et à faire croître non seulement ta réussite mais celle de tes clientes. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Blandine. Ciao, ciao. Je t'embrasse. Salut, ciao, ciao.